2M. Vivre avec vous. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, faites entrer l'invité spécial, pas à la bonne heure, mais un spécial coronavirus. Sur Radio 2M, nous essayons chaque jour de vous donner la parole, de répondre à vos questions, mais aussi à vos préoccupations. Vous avez été très nombreux à nous interpeller ces derniers jours sur une vidéo d'un patient au CHU de Marrakech, postée sur les réseaux sociaux. L'homme faisait part de sa détresse. Il parlait de linge de lit, pas propre, de nourriture froide, mais il se plaignait aussi et surtout du manque de toilettes dans sa chambre qui ne lui permettait pas de se soulager. Cette vidéo a bouleversé beaucoup de monde. Nous avons appelé ce patient, nous allons pouvoir écouter un extrait dans un instant, mais nous avons aussi appelé l'hôpital Mohamed VI de Marrakech et mon invité aujourd'hui est justement le professeur Ahmed Rassan El Hadib, professeur anesthésiste au service de réanimation où se trouve ce patient et chef de service de réanimation mère. Le professeur est également membre du comité scientifique de l'hôpital. Bonjour professeur. Bonjour. Je sais que vous êtes très pris en ce moment et je vous remercie infiniment de nous accorder ces quelques minutes. Nous avons souhaité vous avoir pour faire le point avec vous sur la situation, bien sûr, ce que vous vivez en tant que médecin en ce moment, mais aussi suite à cette vidéo qui nous a tous bouleversés, je le disais. Je vous propose... Allô? Oui? Nous aussi, bien sûr. Quand vous avez découvert cette vidéo? Oui, bien sûr. Vous pouvez me dire votre réaction, justement? On n'aimerait pas que nos patients se retrouvent dans des situations comme ça, de détresse psychologique au point d'exposer ces problèmes-là. Peut-être qu'il a fallu faire des choses pour y pallier, mais nous faisons tout pour y pallier. Nous avons fait du mieux de notre devoir, que ce soit citoyen ou humain. Il était en réanimation. Je vais expliquer certaines choses, mais c'est tout. Alors, je voudrais juste, professeur, juste avant, si vous le permettez, puisque nous l'avons eu très longuement au téléphone, on va écouter juste un extrait, pas l'intégralité. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit. الناس اللي هما تيخافوا يمشيو للسبيطار باش ماشي على المرض على التريتمون ماشي التريتمون ديال الدواء التريتمون ديال البنادم كيفاش غيهضر معاه كيفاش غيعمل معاه الناس خصهم يعرفوا بان غادي ندخلوا للسبيطار والمورال ديالي غيطلع ماشي هنا بالسخانه ولا جا مريض بالقلب ديالو ولا ترست له رجلو ولا ضرباتو الطوموبيله. هادو الناس خايفين من المرض اللي في العالم كامل وتيشوفوا الناس كل نهار تتموت كل نهار تتموت. الناس راهم خايفين. ان شاء الله يدير خير ويخرج تو منها. شوف هادشي راه دونجري وبنادم خصو يعرف بان هادشي ماشي ضحك. بقاو في ديوركم ما تخرجوش من ديوركم. تنبهوا للصحه ديالكم. ولا قالت لك المخزن بقاو في الدار ما تخرجوش. En fait, ce que l'on entend dans le témoignage en fait de ce patient, on ne dira pas son nom, mais c'est de la détresse, c'est énormément de peur et dit-il d'un manque d'accompagnement. Il est un petit peu plus en fait à nos côtés, à notre écoute, on le sent dans sa voix qu'il a très peur. Une première question par rapport à la vidéo, s'il vous plaît, professeur. Pourquoi il n'y a pas de toilette dans sa chambre? En fait, ce qui a bouleversé tout le monde, c'est un peu ça. Ce monsieur ne pouvait même pas se soulager. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce point? Alors, le patient, je le connais personnellement parce que je fais partie des équipes de garde sur les réanimations Covid. Au fait, on a aménagé jusqu'à maintenant 3 réanimations Covid et un professeur fait la garde chaque jour. Il y a des professeurs et les équipes des résidents, des infirmiers qui sont là la matinée, mais même les autres enseignants de réanimation se déplacent pour faire des gardes sur place. Donc, personnellement, j'ai fait la garde et j'ai eu à m'entretenir avec lui. La particularité de la réanimation, c'est que c'est des patients
qui sont isolés. Pour la majorité, la grande majorité, ils sont sous ventilation mécanique. Ils sont tellement graves et en situation de diminution de l'oxygène que forcément, il y a une détresse, il y a un environnement qui n'est pas adéquat, qui fait qu'ils sont enfermés dans des box avec des vitres pour qu'on puisse les surveiller. Ils sont attachés à des câbles, à de l'oxygène pour pouvoir les surveiller et détecter toute aggravation pour pouvoir intervenir. Il n'y a pas de toilettes dans les réanimations. C'est des malades qui sont complètement dépendants des soignants. Et donc, leurs toilettes, c'est nous, c'est les équipes infirmières à qui je rends hommage en vous parlant maintenant, qui font tout. Que ce soit, d'ailleurs, dans d'autres pays, il y a un profil qui est chargé des toilettes, qui sont les aides-soignants. Nous, c'est les équipes médicales et paramédicales qui font ces toilettes-là et qui assurent ceci. On a des lavabos pour dans les. En fait, c'est vous-même. En fait, ce sont les soignants qui s'occupent de leur propre. En réanimation, c'est des patients qui sont dépendants. Ils sont dépendants. Ils n'ont pas le droit de bouger d'ailleurs, parce que chaque mouvement pourrait causer un incident ou une aggravation. Et donc, pour les patients qui sont là, ils sont complètement dépendants des soignants. Maintenant, on est dans une situation Covid particulière, où c'est un virus avec une contagiosité extrême. Et c'est des patients qui ont des charges virales extrêmes. L'organisation des équipes fait qu'on doit faire des rondes particulières et limiter le nombre de personnes. Alors c'est ce qu'il dit aussi, qu'il y a peu de soignants qui viennent le voir. Non, mais on le voit à travers les vitres. On est là, au milieu de réanimation. Il y a toujours des gens. D'ailleurs, si vous avez vu sa vidéo, il dit qu'on le regardait. Mais là, pour accéder dans un environnement extrêmement chargé en virus, on est déjà habillé d'une façon particulière, avec des masques, avec des lunettes, mais il nous faut un surhabillement pour accéder dans les chambres. C'est-à-dire à chaque fois, pour aller dans chaque chambre de chaque patient, vous devez systématiquement, en tout cas le soignant, doit se changer. Il y a une procédure particulière pour intervenir. Et donc, il nous est très très important de détecter les malades qui s'aggravent très rapidement pour pouvoir prendre le temps de s'habiller et intervenir. Et donc, notre intervention en extrême urgence, ça demande du temps. Donc, forcément, je comprends qu'il ait cette sensation, peut-être qu'il y a un manque de communication aussi de notre part, et c'est difficile aussi pour l'équipe soignante, parce que on a des malades extrêmement graves. C'est une maladie qu'on n'a jamais rencontrée. C'est des détresses respiratoires particulières. Et vous avez entendu aussi les chiffres de mortalité. Donc forcément, même si on essaie d'étoffer les équipes, il faudrait que ce soit extrêmement raisonné sur le nombre de soignants afin d'assurer la qualité optimale de prise en charge, mais aussi limiter le nombre de soignants par rapport au risque de transmission, parce que nous sommes des transmetteurs d'infection, puisqu'on travaille dans des secteurs hautement chargés en virus. Excusez-moi, est-ce qu'il y a également un suivi psychologique? Parce que on le sent dans la détresse de la voix de ce patient. En fait, il a le moral à zéro. Il y a de quoi, parce qu'il y a cette peur qui est là. Est-ce qu'il bénéficie d'un soutien psychologique? C'est une... au fait, oui et non. Maintenant, on a depuis une semaine les psychologues qui se sont installés en cellule qui font tour. Mais bon, forcément, ils vont se diriger vers les personnes qui viennent d'arriver, ils doivent faire une sélection. La situation actuelle, c'est que Covid, il est en train d'arriver de façon massive. Dans le CHU, déjà, on a 3 réanimations qui sont toutes occupées. Elles ne sont pas toutes pleines, mais on a 30 lits de réanimation prêts sur 3 services de réanimation, et ils sont tous les 3 occupés. Les services d'hospitalisation, on est arrivé au 3e étage maintenant. On est en train de préparer tous les services, tout l'hôpital va devenir Covid. Au-delà de ça... C'est-à-dire que vous déménagez, professeur, les autres malades actuellement? On déménage les autres malades. Justement, moi, je m'occupe d'une réanimation mère. Au-delà de mon engagement avec l'équipe du département pour assurer les gardes et le suivi, parce qu'on fait une réunion tous les jours pour discuter chaque patient et ses particularités, non seulement sur le plan prise en charge médicale, mais aussi sur le plan prise en charge humaine. Ça nous est important.
Donc non seulement ça, mais mon service, il a été transformé pour pouvoir recueillir les malades qui viennent pour les urgences normales. Il ne faut pas qu'on oublie aussi les urgences normales. On a des traumatisés, on a des accidents. Les gens, ils continuent à sortir et puisque les routes sont vides, ils continuent à accélérer. Il y a pas mal d'accidents qui continuent. Donc ces malades-là, ils ont besoin de services pour s'en occuper. Maintenant, on se dirige vers des hôpitaux complètement Covid. On est en train d'équiper maintenant, en ce moment, est en train d'ouvrir une quatrième réanimation de 30 lits à l'hôpital Ibn Tufayl. Il y a tout un bâtiment qui était en cours d'aménagement, qui est aménagé pour recevoir des malades. Donc, ça fait depuis le 13 février, j'ai même devant moi un PV de notre commission consultative, où on se préparait, on a mené tout un programme de montée en puissance en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et on suit les directives du ministère. Donc, forcément, dans cette organisation, il faut redéployer et les services et le personnel. Et ce personnel-là, il faut l'extraire de son milieu naturel parce que c'est là, vous avez vu en France et en Italie, surtout en Espagne, 5 000 soignants qui sont malades. Donc, si on prend le risque d'infecter tous nos soignants, qui va soigner les Marocains? Est-ce que vous avez justement suffisamment de personnel soignant et combien de soignants par malade en ce moment? Ça dépend des services. On a des équipes de garde. Il y a des normes internationales. Nous, on essaie d'avoir un infirmier par malade dans la mesure du possible, sinon par 2 patients en réanimation. Dans les autres services, le ratio il est moindre, forcément, normalement, parce que c'est des malades stables qui ne posent pas de problème. Il y a des services de soins intensifs aussi qui vont avoir un ratio qui est à mi-chemin entre la réanimation et les services d'hospitalisation classiques. C'est plutôt de l'isolement standard où il nécessite encore beaucoup moins de surveillance. Et donc forcément les patients dans des situations-là, déjà les gens chez eux, ils sont confinés. Nous tous, humains, quand on est confiné, quand on vit une période d'isolement, psychologiquement, ça pose problème et c'est légitime d'avoir d'exprimer sa détresse, c'est tout à fait normal. Il est 13h45 et pour tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct en ce moment avec le professeur Ahmed Hassan El Adib, professeur anesthésiste au service de réanimation au CHU Mohamed VI de Marrakech. Il est également chef de service de réanimation mère et il est également membre du comité scientifique de l'hôpital. Nous parlons justement du personnel soignant. Beaucoup de Marocains s'inquiètent justement sur la crainte en fait de ne pas avoir suffisamment de personnel soignant dans nos hôpitaux. Oui, la grosse problématique de ce Covid, c'est que il faudrait pas qu'on arrive à un nombre très 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 important, malgré que les prévisions font que la maladie est extrêmement contagieuse. Parmi ces malades-là, il y a 5% qui vont atterrir en réanimation. Et même, désolé, je vais dire les vérités. Je suis tenu par la vérité. On en a besoin, professeur, actuellement. Ouais. Hein. On a besoin. Et s'il faut faire peur... Donc, je ne vais pas faire de langue de bois. Donc, 5% de malades en réanimation. D'ailleurs, si on a 5% de réanimation avec les chiffres qu'on a actuellement, on peut extrapoler combien on a au Maroc de patients. Et on en a plein. Quand on arrive en réanimation, on a 50% de mortalité dans le meilleur pays avec les meilleurs systèmes de soins. Une fois arrivé en réanimation. C'est un patient sur 2 qui décède. Et sur la moitié qui reste, 30% des survivants vont garder des séquelles, notamment une amputation de la capacité pulmonaire. Donc il faut tout faire pour que les malades n'atterrissent pas en réanimation. Dans le diagnostic précoce, dans beaucoup de choses. Et forcément, pour nous, ce patient-là, c'était une énorme réussite. C'est le premier malade qu'on ait pu sauver et tirer d'affaire. On était extrêmement fiers et contents d'avoir tiré un malade de la réanimation. Il est sorti de la réanimation. Et à cause de mésentente ou de peut-être un manque de communication de la part des soignants, qu'il faudra forcément améliorer, on se retrouve comme ça à être pointé du doigt. C'est pas la réaction du patient qui nous a fait mal. En même temps, professeur, est-ce que c'est pas tant mieux je vous explique mon propos. Est-ce que c'est pas
tant mieux, parce que c'est vrai que l'erreur peut être humaine. Est-ce que c'est pas tant mieux pour que chacun aussi réalise, parce que ce patient, c'est vrai, il critique beaucoup de choses, mais en même temps, il appelle à tous les mrarba, mais bien au-delà, en disant faites le maximum pour pas vous retrouver dans ma situation. Ne sortez surtout pas de chez vous. C'est compliqué à l'hôpital et c'est extrêmement dur à vivre. Un appel aussi criant peut-être aussi changer les mentalités pour les personnes qui ne se croient pas encore en danger. Oui, alors il y a deux éléments qui sont très très importants dans ces vidéos-là, parce que ils tirent la sonnette d'alarme pour qu'on puisse être vigilants tous. Au fait, nos soignants, quand ils ont vu cette situation, mardaouch, je veux le dire, et les enseignants, déjà les différents services et les soignants, on a vu certainement des gens qui ont peur. On a tous peur. Même moi, j'ai peur parce que je suis confronté, beaucoup plus exposé à la mort. On est tous extraits de notre milieu ou de nos familles. On vit tout seul quand ça nous arrive de rentrer pour dormir. Ça peut arriver. Mais on a nous aussi peur. Et on se met à la place du patient et c'est un très bon signe d'alarme. Et là, en dehors de ce que, il y a des gens, on a vu des choses incroyables. Tous les chefs de service du CHU Mohamed VI se sont rassemblés, cotisés pour acheter des choses que pourraient les lignes budgétaires du CHU n'ont pas pu avoir, parce que les lignes budgétaires, ça priorise forcément le traitement et la prise en charge de malades et la prise en charge des... Et donc, malgré qu'on a beaucoup de choses, ils se sont dirigés vers cette humanisation de soins et les soignants font tout leur possible, ils cotisent de leur propre poche, malgré qu'eux aussi sont exposés. On a des volontaires qui ont fait des choses et qui envoient des choses, que ce soit la société civile, des étudiants de médecine. Ils achètent quoi, par exemple ? Ils achètent justement du papier hygiénique, ils ramènent des repas pour il y a une grosse société qui ramène de l'eau à distribuer pour les patients et les soignants. Nous... on n'a pas, moi quand je fais la garde, franchement, parce que le système de santé priorise forcément le traitement et donc on n'a pas accès à l'eau minérale à l'hôpital normalement, que ce soit les soignants ou les patients. Maintenant, c'est une occasion qui nous a tiré l'alarme. Il faut apporter aux patients, s'ils ont besoin de l'eau minérale, il faut leur faciliter. Et la société civile nous aide dans ça et même les soignants cotisent pour ça. Malgré que le CHU il est en train de faire le nécessaire pour généraliser et pour qu'il n'y ait pas de retard parce que il s'est équipé. Je vous disais, on se préparait depuis le mois de février. Il y a des volontaires aussi au niveau du SAMU. On avait le SAMU qui était débordé par plus de 11 000 appels, dont plus de la moitié, c'est des fake appels et des gens qui veulent s'amuser et qui font des pertes de chance pour autrui. Et il y a eu des volontaires médecins qui se sont, pour ouvrir au moins une dizaine de lignes de réponse et de régulation médicale. Il y a des étudiants qui se sont portés volontaires pour le triage des patients dans le circuit Covid. Il y a un circuit spécifique pour ces malades. Il y a des dentistes qui se sont rassemblés avec des ingénieurs. Ils nous ont permis d'acheter du matériel de protection pour les soignants, pour la protection et des patients et des soignants qui arrivent. Donc il y a une liasse sociale autour de ça. Un important mouvement de solidarité. Professeur, les malades, s'il vous plaît, les malades qui arrivent, s'il vous plaît, dans vos services, dans quel état sont-ils ? Est-ce qu'ils arrivent dans un état très avancé ? Et quelle est, s'il vous plaît, la moyenne d'âge ? Alors, ça dépend de la réanimation et ça je ne peux pas vous dire les chiffres exacts par rapport au tout venant, mais maintenant à Marrakech, j'ai pas suivi les chiffres d'aujourd'hui, mais on était à plus de 107 patients hier sur la région. Et là, il n'y a pas que notre hôpital. Il y a l'hôpital militaire qui a réservé un circuit. Il a des patients. Il y a l'hôpital Ibn Zohr al-Mamounia où on a été surpris par la qualité de la prise en charge qu'ils font et les structures qui ont été aménagées, humanisées justement avec des toilettes individuelles, chose qui n'était pas possible à un certain moment. Donc il y a une vraie certaine mise à niveau. On voit l'effort qui ont été faits
avant de pouvoir équilibrer les structures, de les humaniser. Mais en réanimation, et là je reviens à la question d'âge, on en voit de tous les âges. Forcément, il y a beaucoup plus de patients qui ont de comorbidités. Maladie chronique, mais pas seulement, semble-t-il. Diabète en premier lieu, et de loin. Il y a l'obésité aussi, il y a les pathologies cardiaques, mais on en a aussi des patients jeunes qui n'ont pas de facteur de risque particulier et qui atterrissent en réanimation. Comme ce jeune de 30 ans. Comme ce jeune de 30 ans, comme un décès qu'on a eu qui nous a bouleversés. On a tout fait. On était toute une équipe pour pouvoir le sauver. Il est venu trop tard. Quel âge? À côté, la trentaine aussi, qui n'a aucun facteur de risque. Qui n'avait rien, aucune pathologie en tout cas grave, ni maladie chronique. Non. Et on était bouleversés, on a tout fait, on s'est tué à essayer de le sauver, mais la râpe. En plus, on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est ça la situation que vivent en Europe. On sera obligé, si les gens continuent à être désinvoltes et ne pas respecter l'isolement, le confinement, et qu'on soit submergé par les malades, on va être obligé de faire des choix, de pouvoir choisir qui réanimer, qui ne pas réanimer. On ne peut pas. Voilà, ce qui se passe, aussi dramatique soit-il, ce qui se passe en ce moment en Italie, beaucoup de cas en Espagne pour les personnes âgées, quoi. Mais nous, on a au Maroc une chance terrible. Notre État a pris conscience très très tôt de la situation. Sa Majesté a donné des orientations de confinement très très tôt. On a été parmi les pays les mieux cités. Mais c'est l'effort du citoyen qui va nous tout faire casser. Moi, je continue à voir, quand ça m'arrive de sortir, je continue à voir des rassemblements, des gens qui ne réalisent pas la gravité de la situation. Et c'est la responsabilité de chaque citoyen. Si on ne veut pas arriver à faire des choix difficiles, si on ne veut pas arriver à avoir des malades si on arrive à ne pas dépasser notre système de santé en nos capacités, on a des capacités, ils sont limités. La réelle. Professeur, c'est une question à laquelle... de réanimation sur Paris. Professeur, c'est une question à laquelle beaucoup de médecins n'osent pas répondre. On l'entend beaucoup en ce moment sur les plateaux télévisés, sur les radios, notamment françaises, proches de nous, et la communauté marocaine qui en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. On dit que le pic est attendu en France d'ici une semaine, 10 jours. Qu'en est-il pour le Maroc? On s'attend, on espère que le pic soit pour la semaine prochaine. On espère. Comme ça, on ne dépasse pas le système. Mais ça, c'est absolument dépendant des citoyens. Des autorités, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et améliorer. Et il y a eu des décisions extrêmement courageuses qui ont été prises par la Commission scientifique nationale qui contient des experts de très très haut niveau. Ils ont pris des décisions adéquates, ils ont pris des décisions concernant le traitement et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est la responsabilité de chaque citoyen. Il ne faudrait pas que chacun contamine. Donc l'isolement, c'est une priorité absolue. On regarde même, moi je suis content a priori si je vois des gens sortir dans les balcons pour nous applaudir, mais c'est pas bien, parce que les gens sortent dans les balcons, ils vont sortir les gouttelettes et se contaminer les uns les autres. Donc il y a tout ce qui est rassemblement, même les sorties dans le balcon pour faire des choses comme l'applaudissement, c'est pas bien, il faut pas que ça s'en mette. Je suis même maintenant en train d'appeler à ce que tout le monde mette des masques. Voilà. Alors là, ça c'est un point très important, professeur, oui. Parce que un grand scientifique chinois interrogé que beaucoup de journalistes internationaux sollicitaient depuis très 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 longtemps, et cette question en fait de masque, faut-il porter certains non, il suffit de la distance et autres. Eux, en revanche, de nombreux scientifiques se soulèvent aujourd'hui et disent c'est important de le porter. Oui. Alors, quand on est dans une phase 1, on ne peut pas l'exiger. Parce que le masque, quand il est mal porté, il peut entraîner une charge virale importante. Notamment quelqu'un qui ne sait pas. Eux, dans les Asiatiques, ils ont une culture des masques depuis l'enfance. C'est vrai. Donc, ils savent comment le porter. Nous, quelqu'un qui va porter un masque et il va commencer à le toucher à chaque fois à la face extérieure
il va se contaminer et il va prendre une cigarette et inhaler tout le virus. Nous, les gens vont se prendre le virus dans la barrière qui est le masque. Ils vont descendre pour respirer sous le nez. Ils vont se prendre toute la charge virale. Donc, il est très, très important que les gens sachent l'utiliser. Maintenant, il faut absolument le mettre. C'est pas obligé de mettre un masque médical ou chirurgical. C'est parce qu'on est dans une phase qui est presque la phase 3 au Maroc où tout le monde est susceptible d'être contaminé. Et donc, le fait de porter des masques, c'est une démarche citoyenne de protéger les autres. Parce que ces masques-là, quand vous toussez dedans, toutes les gouttelettes restent dans ce masque. Qu'il soit du tissu, n'importe quoi, un châle, des choses comme ça. C'est porté pour protéger les autres et éviter la contagion. Juste avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à tous nos auditeurs, alors ici, au Maroc, et aussi Marba, qui nous écoutent et qui suivent ce qui se passe dans leur pays à l'étranger? Alors, c'est une maladie grave. Grave quand elle arrive au stade grave. Donc, il faut la détecter, il faut se protéger, il ne faudrait pas qu'il y ait de contagion. Le Maroc, avec ses plus hautes autorités, sous la direction de Sa Majesté le Roi, a fait des innovations dans la prise en charge, qui sont reconnues de par le monde. Maintenant, c'est le rôle de chaque citoyen. Notre responsabilité, nous soignants, n'est pas moindre. Forcément, ces vidéos-là, ils nous poussent à forcer le soutien psychologique, à améliorer notre manière de communiquer, à améliorer notre prise en charge. Mais nous aussi, nous sommes des humains. Et c'est difficile parfois, on ne va pas relater si on peut dire, des erreurs ponctuelles liées à une personne, à toute la communauté. Nous avons besoin de votre soutien pour sauver le maximum de malades et rendre service à toute la population. Ici, jusqu'à maintenant, c'est l'hôpital public qui prend en charge. Et les secteurs privés, il est en train de se mobiliser de façon très, très importante. Notamment, les médecins de première ligne, les généralistes, les médecins des différents secteurs qui sont en train d'organiser pour accueillir dans le futur ou bien au moins venir nous aider quand la situation le demandera. Il y a beaucoup d'instincts volontaires dans la population, mais il y a aussi des gens destructeurs qui ont des visions politiques peut-être, mais ce n'est pas le moment. Vraiment, ce n'est pas le moment. Les gens, ils vont essayer de faire de ce qu'ils peuvent. Aidez-nous par le confinement d'abord. Il ne faudrait pas que vous tombiez malade. Il ne faudrait pas que vous veniez chez nous. Merci infiniment, professeur, de ce temps que vous nous avez. Merci pour vos messages également. Ahmed Rassan, elle a dit professeur, anesthésiste au service de réanimation du CHU Mohamed VI de Marrakech. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'hôpital et chef de service de réanimation mère. Merci infiniment de tous vos conseils, des messages C'est un honneur et restez chez vous. Entente, mais nous aussi on est mobilisés comme vous pour essayer d'informer tout le monde. Merci encore et puis je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup et merci pour la presse qui est importante dans ces situations-là, de jouer un rôle éducateur et informateur important. Merci à vous. Merci encore. Il est 14h, vous écoutez Radio 2M, tout de suite un nouveau point avec l'info.